Bonjour tout le monde, un plaisir de vous revoir. Nous sommes mercredi le 5 juin 2024. Vous écoutez l'émission Le Candidat, mon nom est Gilbert Thibodeau. Le titre de l'émission aujourd'hui, c'est en relation avec des termes qui sont de plus en plus utilisés ou de nouveaux termes qui seront de plus en plus utilisés, dont un, c'est le titre de l'émission, le mot « durable ». Oui, c'est ça, durable. Il y a quelques années, on parlait de transport en commun. Et dernièrement, on vient d'apprendre que ça va s'appeler le transport durable. Et il y a plusieurs termes lorsqu'il y a une nouvelle chose qui est mise de l'avant. On parle de durabilité. Lorsqu'on fait du vélo, piste cyclable avec un vélo, c'est de la mobilité durable. Le terme va revenir plus souvent pour des raisons que j'ignore. En fait, que j'ignore. J'ai des doutes. Je pense que tout le monde a des doutes sur le fait que, évidemment, si vous allez à l'encontre de l'expression « un produit est durable », une activité est durable, si vous allez à l'encontre de ça, évidemment, vous êtes totalement dans le champ, et c'est le terme généralement utilisé. Vous ne comprenez rien, ou vous êtes raciste, édenté, complotiste. Ce sont des termes qui, de plus en plus, sont utilisés. Aujourd'hui, nous sommes, je répète, le 5 juin 2024. C'est, à mon avis, probablement la dernière émission de la saison, de l'année, pour le candidat, durant l'été. J'annonce tout de suite que durant la période estivale, Lux Média, tout un média indépendant qui est constamment en ébullition. Durant l'été, il est possible, pour ne pas dire exactement à quel endroit, que Lux Média se déplace avec plusieurs animateurs et aille faire des prestations chez divers commerçants et ou restaurateurs bistrots à Montréal. Et vous serez invité, vous pourrez suivre l'horaire de Lux Média durant la période estivale. C'est pour ça que l'émission Le Candidat, ainsi que l'autre émission que j'anime, Ça passe ou ça casse, sera probablement la dernière de la saison pour faire toute la place à Lux Média et tout le personnel, spécialement le technicien. Lui, il est fatigué. Le technicien est fatigué. Donc, on va cesser les projections intérieures. Et pour le regaillardir au soleil, la vitamine D, on va se promener un peu partout à Montréal durant la période estivale. Aujourd'hui, étant donné que c'est effectivement la dernière émission de la saison, je réponds à des questions qui sont revenues souvent. Je tiens à remercier tout le monde qui sont sur YouTube pour mettre le pouce en l'air, donner la chance à Lux Média de se faire connaître, parce que j'ai l'impression quelquefois que les algorithmes de YouTube ne permettent pas à certains médias de se faire connaître, et ça aide énormément lorsque vous écrivez des commentaires que je prends plaisir à lire. Et je bâtis les émissions généralement sur l'ensemble des commentaires qui sont écrits sur YouTube, et surtout de mettre le pouce en l'air, de vous abonner, ça ne coûte rien et ça aide à Lux Média d'être plus connu. Pour ce qui est de luxmedia.info, ceux qui sont actuellement en direct, vous pouvez à n'importe quel moment, ils appellent ça un super chat si j'ai bien compris, vous pouvez à n'importe quel moment m'interrompre en posant une question et ou écrire un commentaire, et j'arrête tout simplement le temps de répondre à la question que je vois à l'écran ou de répondre à la question. Ça se fait seulement sur luxmedia.info. Salut tout le monde à luxmedia.info, autant qu'à YouTube. Répondre à des questions. Oui, je vais répondre. Je vais aller de plus en plus vers Montréal, ce qui se passe. Mais avant, je voudrais juste dire que de plus en plus, on peut dire que c'est malheureux. Il y a des gens qui ne s'informent pas totalement et complètement.
et il y a des nouvelles qui ne sont pas tout à fait vraies. Alors, avant de commencer l'émission, je voudrais tout simplement dire qu'après vérification au niveau de la haute direction de la place Versailles à Montréal, certaines personnes ont fait courir que la rumeur que Place Versailles va être entièrement démolie et il se construira 5200 nouveaux logements. Et ça provoque des réactions. Il y a des gens qui disent, ben là, c'est quoi l'affaire? Ils vont défaire Place Versailles. C'est un grand centre d'achat en passant, pour ceux qui ne sont pas au courant. On peut prendre la rue Sherbrooke en s'en allant vers l'est et on voit très, très bien la Place Versailles dans l'est de Montréal quand on s'en va vers l'est, évidemment, quand on prend Sherbrooke. Eh bien, voici, grosso modo, ce qui a été dit par la haute direction qui voulait remettre les pendules à l'heure parce que ça va vite sur les réseaux sociaux. Il est regrettable que certains médias aient diffusé une information erronée en annonçant prématurément la fin de la place Versailles. Cette information est non seulement incorrecte, mais elle ne reflète pas les projets d'avenir que nous avons pour ce lieu. En réalité, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pour la place Versailles, une période de renouveau et d'innovation. Le communiqué dure presque 2 pages, qui est très intéressant, mais qui dit très, très, très bien ce qu'il en est. La vocation commerciale de notre site, on parle de la place Versailles, restera prépondérante et continuera de jouer un rôle central dans notre développement. Nous sommes déterminés à maintenir et à renforcer l'offre commerciale pour satisfaire nos clients et partenaires. Donc, il est vrai que Place Versailles va changer un peu de peau. Après vérification et après, je termine, là, c'était pour remettre quelquefois la pendule à l'heure, c'est nécessaire quand il y a une fausse rumeur. Il va y avoir un investissement de 2 milliards de dollars à la place Versailles. Le centre d'achat et les commerçants vont demeurer. Il va s'y ajouter effectivement 5200 nouveaux logements quelque part à l'intérieur de cette grande surface qu'est la place Versailles. Personnellement, je trouve ça très, 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 très bien. On a besoin de logements à Montréal, c'est un secret pour personne. Tiens, tant qu'à faire, on va y aller tout de suite. Je réponds encore, là, à partir de maintenant, je vais répondre aux questions. Ça peut sembler, pas tout à fait ça peut sembler des opinions, ça peut sembler des positions de ma part. C'est plutôt des questions qui ont été posées et j'y réponds. Concernant le Grand Prix à Montréal qui va commencer, on est mercredi, jeudi, demain, il va y avoir la grande activité sur la rue Cresson, qui est un organisme qui est très collé sur la Formule 1, le gros événement de Montréal. Certains ne sont pas en accord. Je confirme, à mon avis, que c'est le plus gros événement à Montréal, pour ne pas dire le plus gros événement au Québec et même peut-être au Canada, pour ce qui est de ce que cela apporte. Je le sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Gilbert, ça amène aussi un paquet de problèmes. » Oui, il faut arrêter à un moment donné de regarder les problèmes. Je suis un grand défenseur de Montréal. Montréal, c'est une métropole, c'est une belle ville. Il va falloir que quelqu'un voit Montréal comme étant une superbe ville. Ce qui fait défaut, je fais partie de ceux qui le disent et le répètent constamment, Montréal est mal géré. C'est au niveau de la gestion de Montréal qu'on a un problème. C'est-à-dire que le moteur économique du Québec va pas bien. Pour en revenir à la Formule 1, étant donné que je parle de moteur, l'organisme énorme est en train d'évaluer la possibilité. Je ne dis pas que ça va être fait. Je dis juste qu'aujourd'hui, et ce qu'on lit dans plusieurs médias, c'est clair, il y a un manque total de planification lorsqu'il s'agit d'un grand événement qui rapporte énormément, autant aux hôtels qu'aux petits commerçants, aux rues commerciales, aux diverses activités qui sont offertes à Montréal un peu partout, en même temps que la semaine du Grand Prix, que je répète, commence cette semaine en passant. Il y a une très mauvaise planification au niveau de la rénovation, entretien et maintenance des rues.
Et quelquefois, ça prendrait quelqu'un qui s'assoit et qui dit, OK, on a une grosse activité. Quelles sont les grandes activités qui s'en viennent à Montréal durant cette semaine-là ou durant le mois de juin, juillet, août, septembre, peu importe le mois, ça peut être même durant l'hiver. Quelles sont les activités qui s'en viennent? Peut-on faire en sorte de planifier qu'on va améliorer le transport? Et là, il faut avoir l'esprit ouvert. Vraiment ouvert. Il faut arrêter de penser que l'automobile est un problème. Il faut arrêter de penser que parce que j'aime pas l'automobile, bon, ben il n'y a plus personne qui va prendre l'automobile. Je vais vous écœurer tellement que vous aimerez plus ça. Il va falloir que quelqu'un comprenne que Montréal, c'est une métropole et Montréal fait en sorte qu'elle doit faire en sorte d'attirer des touristes. Montréal, c'est le moteur économique. C'est à peu près 2 millions de personnes sur l'île de Montréal. Tout le tour de Montréal, on appelle ça la communauté métropolitaine de Montréal. On appelle ça les villes encerclant Montréal qui... Certaines personnes traversent le pont, viennent travailler à Montréal et retournent chez eux le soir. Montréal prend de l'expansion, la communauté métropolitaine de Montréal le prend également, et il faut prendre en considération qu'on a besoin de ces gens-là. Je dirais plus loin encore que non seulement on a besoin de la communauté métropolitaine de Montréal, on a besoin du Québec au complet. Et je vais aller plus loin que ça. J'ai des ambitions pour les élections de 2025. Je pense que Montréal doit avoir une image superbe. Superbe. C'est une métropole et avoir ce titre-là, c'est un honneur. Et je trouve ça déplorable que lentement, la ville est de moins en moins propre. Et l'excuse qu'on donne, mais c'est partout pareil. Il y a de plus en plus de drogue, il y a de plus en plus d'itinérants. C'est partout pareil. Hey! On peut-tu se réveiller et commencer à dire que Montréal, il y a de grandes possibilités. Il s'agit tout simplement de mettre l'épaule à la roue au niveau de la gestion. Je parle des élus. Je reviens au Grand Prix. Malheureusement, le Grand Prix, il va y avoir énormément de problèmes, autant aux pilotes et tout ce qu'on appelle les écuries qui vont se rendre sur le site pour le Grand Prix qui va avoir lieu en fin de semaine. Autant que ceux qui vont y aller en transport en commun, c'est moins pire. Mais ceux qui vont venir en automobile, qui doivent se stationner, vous allez me dire, ouais, mais ils ont juste à prendre le métro, l'autobus. Ouais, j'ai pas d'objection. Mais je ne l'imposerai pas. Je répète, ce n'est pas tout le monde qui veut prendre le transport en commun. Ce n'est pas tout le monde, spécialement la clientèle qui va à la Formule 1. Je pense que c'est logique. Il y en a une grande partie qui probablement ont une automobile sans être nécessairement maniaque automobile. Quand tu vas au Grand Prix Formule 1, c'est pas parce que tu dénigres la haute technologie automobile, surtout pas. Alors, ce serait bien de penser à prévoir qu'est-ce qui s'en vient comme activité, surtout le Grand Prix du Canada. Tant qu'à faire, il y a une autre activité qui va en prendre un dur coup. Je fais la rencontre de plusieurs personnes à Montréal et j'ai un grand plaisir de le faire et je vais le faire jusqu'aux élections du 5 novembre 2025 parce que j'ai des ambitions. Et je suis allé à l'île Bizarre, Pierrefonds, Sainte-Geneviève, pour ceux qui connaissent le nord-ouest de Montréal. Il y a une autre activité qui s'en vient bientôt ici. C'est ce qu'on appelle la Coupe des présidents. C'est un tournoi de golf qui a lieu, et c'est Montréal qui le reçoit cette année, à l'île Bizarre. Il y a un pont qui est en train d'être refait complètement, justement, qui s'appelle le pont Jacques Bizarre. Coïncidence? Qui va sur l'île Bizarre. Il y a des années, plusieurs mois, années, qu'on sait qu'on va recevoir la Coupe du Président. On met beaucoup plus d'efforts de façon à ce que le pont soit prêt. Eh bien non. Malheureusement, un manque de planification, encore une fois, je ne le sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à Montréal et pourquoi on fait... Je ne sais pas si on fait exprès ou si c'était tout simplement un manque complet et total de saine gestion. Le pont Jacques-Bizarre va causer un paquet de problèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas le golf, je peux vous dire qu'il va y avoir des milliers de personnes qui vont aller suivre ce tournoi de golf. Non, je vous le dis tout de suite, ils n'iront pas à vélo. Non, ils ne prendront pas le transport en commun parce qu'il n'y en a pas. Pas au pied.
C'est incroyable. C'est incroyable. J'essaie de garder ma bonne humeur parce qu'il y a des gens qui disent « Gilbert, des fois, tu te choques quand tu parles de Montréal. » Jamais. Jamais, 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 jamais. Je ne fais qu'un clin d'œil et c'est surtout pour réveiller des gens une fois de temps en temps que je prends plaisir à lever le ton. Durabilité, je viens de parler d'automobile. Maintenant, il y en a qui me posent la question, Gilbert, est-ce que c'est vrai ou c'est une rumeur que ça fait longtemps qu'on essaie d'écœurer les automobilistes à Montréal? Est-ce que quelqu'un l'a vraiment dit? Y a-t-il un élu ou un parti politique qui volontairement écœure les automobilistes de façon à ce que plus personne veulent avoir une automobile ou tout simplement quitte Montréal? Et si jamais c'est ce qui est en train de se passer, si jamais ça augmente, c'est tellement paradoxal. Les gens quittent Montréal. Pensez-vous que les gens qui quittent Montréal vont quitter leur automobile? Non, vont en acheter une, peut-être deux. Pas compliqué. Je vais l'expliquer après le petit vidéo pour répondre à la question. Oui, Gilbert, peux-tu nous trouver, effectivement, s'il y a un politicien, un parti politique qui a déjà dit on va les écœurer, il faut nuire au maximum à l'automobiliste. On l'écoute, je vous reviens. Si on veut agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la voiture individuelle, il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution. Rendre la vie difficile aux automobilistes est une des solutions. Alors, lorsque on fait ça, on le fait en pleine connaissance de cause. On se dit, on va retirer la voiture de là où elle nuit le plus, autour des parcs, autour des écoles, dans les parcs, et puis elle va aller ailleurs. Puis dans le ailleurs, ça va devenir moins confortable. Puis il faut rétrécir ces rues-là, il faut les rendre plus étroites, il faut mettre des dos d'âne, il faut mettre plus de feux de circulation. Puis après, si ça ne suffit pas, il faut aller encore plus loin. Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est Luc Ferrandez, l'ancien maire du plateau Mont-Royal, que j'appelais amicalement le maire de Montréal. C'est la mentalité du parti Projet Montréal, qui actuellement est dirigé par Valérie Plante, qui non seulement va de l'avant, augmente le rythme. Je ne pense pas que c'est la solution. Par contre, pour certaines personnes, comme justement la mairesse actuelle ou Luc Ferrandez, qui lui a déjà dit ne faites pas d'enfants parce que ça va pas bien sur la planète, là. Ça donne un peu la mentalité. Mais ce que l'administration actuelle est en train de faire, c'est ça. Il l'a bien dit et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est d'écœurer au maximum certaines personnes qui ont la chance, on appelle ça la chance, ou tout simplement l'indépendance, le vouloir, l'intention d'avoir une automobile pour circuler un peu partout, parce qu'ils peuvent se le permettre. Et c'est beau, le Québec. On peut sortir de Montréal quelquefois et aller visiter. N'oubliez pas que le Québec, c'est 3 fois la grandeur de la France. Alors, c'est énorme. Il y a du grand terrain, il y a des beaux endroits. C'est magnifique. Il y a beaucoup de verdure, il y a des forêts. C'est de toute beauté. Il y a des lacs incroyables. Tout ça pour dire que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des gens, des familles, justement, parce que contrairement à Luc Ferrandez qui, lui, dit « n'ayez pas d'enfants », il y a des gens qui aiment aimer, qui ont une conjointe ou vice-versa, un conjoint, et qui veulent avoir des enfants. Parce qu'à mon avis, là, je fais une petite parenthèse, là, il y a seulement que 2 sexes, on dira ce qu'on veut, là, homme ou femme. Si Luc Ferrandez a des problèmes avec ça, je vais l'inviter, bon, on va parler de ça un peu. Ça va peut-être l'aider aussi dans son développement mental. C'était une question qui m'était revenue. Donc, oui, pour répondre à la question, il faut qu'on parle de durabilité. Et pour avoir une durabilité, il faut écœurer les automobilistes. Vous essaierez de comprendre. Pas certain que j'ai compris ça. Il y a quelqu'un qui me posait la question. Gilbert, t'en profites, tu fais le tour de Montréal et tu salues tout le monde parce que tu as des ambitions avec une belle équipe pour les élections de novembre 2025, de façon à ce que tout le monde soit avantagé. Il y a dans Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie-Sud. Pour ceux qui connaissent le quartier, la Ville de Montréal vient d'annoncer qu'il va y avoir des changements dans le transport en commun. En passant, on n'appelle plus ça transport en commun, les autobus. Non, on appelle ça du transport durable. Ouais.
Ceux qui ne me croient pas, là, vous n'êtes pas endurable. C'est du transport durable. C'est terminé, le transport en commun. C'est transport durable. J'essaierai de m'expliquer ça, pourquoi. Et on a modifié, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, là, avant d'aller plus loin, la STM est en déficit, une dette énorme, comme celle de Montréal, d'ailleurs. On va y revenir après ça, ce que vous venez de voir, vite, on va y revenir. OK, ils ne l'ont pas vu encore. On va arriver avec le dernier sujet après. Mais tout ça pour dire que transport en commun, transport durable. Dans Ville-Marie, Verdun, Sud-Ouest, ils ont transféré des autobus changent de parcours. Supposément, avec vérification de super comités ou de firmes spécialisées qu'on engage pour expliquer qu'est-ce qu'on devrait faire, ou des différentes personnes qu'on appelle maintenant. Il y a des comités, mais là, on a changé le terme maintenant pour ne pas dire comité. Tout le monde a réalisé que c'est rien que ça qu'on fait. À Montréal, on engage des comités pour dire aux élus quoi faire. Là, ils ont changé ça, c'est des cellules. Fait que là, ils ont créé des cellules pour conseiller les élus pour savoir comment est-ce qu'on devrait améliorer le service de la STM, parce que la STM est en déficit et a une dette énorme. Donc, on a changé le bon dans ça. J'ai l'impression qu'on a oublié carrément la population. Je ne sais pas, quand on fait une rencontre avec l'ensemble des citoyens, si vraiment on pose les bonnes questions ou si on laisse parler les citoyens qui utilisent le transport en commun, justement. Des fois, je me pose la question, on les écoute-tu ou si c'est déjà décidé d'avance? Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie. Alors, après vérification, j'ai fait beaucoup de vérifications, j'ai parlé avec différentes personnes, j'ai lu différents commentaires, je répète, je fais le tour de Montréal. La 35, la 78, on parle d'autobus, là. Il y a des autobus qui vont... La 35, la 78 va tourner sur Monk. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails de Montréal, mais tout ça pour dire qu'il y a des transports... Le transport va changer de droit. On va changer d'endroit où on va tourner à droite ou à gauche pour se rendre sur différentes artères. Je parle de l'ouest de Montréal, là, à peu près. Ceux qui connaissent un peu Montréal, là, c'est dans le coin du parc Angrignon, tant qu'à parler d'un parc. Là. On est dans ce coin-là, là, dans l'ouest. Alors, si j'ai bien compris, après l'ensemble des commentaires qui ont été faits, il n'y a pas grand gens qui ont été consultés. Fait que tous ceux qui veulent aller dans ce coin-là, aux gens coutus avec l'automobile, avec le transport en commun, bien, vous devrez prendre un transfert. Ceux qui veulent aller au canal, vous allez prendre un transfert. Ceux qui veulent aller à Saint-Henri, vous allez devoir prendre un transfert, c'est-à-dire de changer d'autobus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vérifié. Je ne sais pas. Mais c'est durable. C'est durable. Moi, je pense que c'est non endurable, là. C'est une mauvaise planification. Puis je vais aller plus loin. Le plus simple, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Pourquoi faire simple quand on peut compliquer les choses? Il y a des chauffeurs d'autobus, justement, qui conduisent ces véhicules-là. Savez-vous que ça fait un chauffeur d'autobus? Ça dit bonjour aux clients qui rentrent, à qui il rend service et qu'il sait qu'il s'en va à une certaine destination. Quelquefois, ces gens-là s'assoient dans l'autobus. Coïncidence, il y a des bancs dans l'autobus. Ils s'assoient. Le chauffeur d'autobus, des fois, parle avec certains clients. Puis il y en a qui lui disent « Ah, c'est plate aujourd'hui, il est arrivé telle chose à tel endroit. » Puis le chauffeur d'autobus est au courant d'à peu près tout. C'est lui qui fait la ligne au complet. Comment ça se fait qu'on n'interviewe pas? Comment ça se fait qu'on ne rencontre pas ces gens-là? Comment se fait qu'on ne demande pas aux chauffeurs d'autobus qui sont sur le terrain toute la journée leur opinion? Pour terminer, concernant justement Verdun, Sud-Ouest et Ville-Marie, plusieurs chauffeurs d'autobus disent c'est incroyable comment est-ce que c'est pas une bonne chose qui est en train de se passer. Moi, je peux pas croire le manque de respect. On parle du chauffeur d'autobus, c'est lui qui le conduit, le véhicule, là. C'est lui qui dit bonjour à tout le monde. C'est lui qui se fait des fois engueuler. Ah, ben là, si, ça. C'est lui qui entend tout ça. On peut-tu se servir des gens qui travaillent pour les Montréalais? Au même titre que les cols bleus. Je reviens toujours avec mes cols bleus. Je dis, on peut-tu consulter des fois ceux qui sont sur le terrain?
Une question qui m'a été posée. Alors, je fais juste répondre que, oui, des fois, je me pose la question, y a-tu quelqu'un qui va arrêter d'engager des comités, appelez-les comme vous voulez, là, il y a 28 000 employés à Montréal. Il y en avait 15 000 au début des années 2010. Il y en a 28 000. Y a-tu plus de services à Montréal? Est-ce que quelqu'un va me dire, là, sans rire, y a-t-il plus de services à Montréal depuis qu'on est passé de 15 000, 18 000 personnes à 28 000 depuis l'arrivée de Valérie Plante et le maire précédent? Merci de votre réponse. Mise en chantier. Gilbert, est-ce que c'est vrai que non seulement il n'y a pas eu une augmentation de logements, d'augmentation de construction de logements à Montréal, au contraire, il y a eu une diminution. Oui, c'est vrai, il y a eu une diminution. En 2021, il y a eu 32 300 logements mis en chantier. 2021, 32 300. 2022, 24 100. On parle de mise en chantier pour les logements. Je pense que c'est un sujet qui devrait être pris en considération. Merci pour la question. 2022, 24 100. 2023, 15 200. On ne s'en va pas à la hausse pour répondre à la question. Et j'ajouterais à ça, l'Institut économique de Montréal a déjà soumis son rapport concernant justement qu'est-ce qui se passe à Montréal. En 2023, l'Organisation de Montréal, c'est-à-dire Valérie Plante et son parti politique qui s'appelle Projet Montréal, ont bloqué environ 23 800 logements à Montréal pour des raisons de mentalité, durabilité. Ah, c'est écœurant. C'est écœurant. J'essaie d'être poli. C'est une des dernières émissions, pour ne pas dire que c'est la dernière émission. On va revenir à Montréal, mais il y a une question qui m'est revenue. Gilbert. Oui, c'est vrai que j'aime donner mon opinion et je rappelle à tout le monde que vous écoutez une émission généralement d'opinion. Je n'essaie pas d'imposer. Loin de là, j'accepte toutes les critiques. Si vous êtes capable de l'écrire, vous l'écrivez. Sur YouTube, je répète, si vous êtes sur luxmedia.info, vous pouvez faire un commentaire ou tout simplement poser une question. Je vais répondre en direct. Gilbert, toi qui aimes ça donner ton opinion, et surtout à Montréal, peux-tu nous donner... c'est quelqu'un qui m'a posé la question, j'ai dit oui, je vais le faire. Alors, voici, selon le sondage de la maison Léger... Si on veut agir sur les changements climatiques... Qu'est-ce qui est en train de se passer au Québec? Bon. Ça, c'est le dernier sondage. On va le regarder pendant quelques secondes. Là, à l'écran, il semblerait que le Parti québécois est à 32 des votes. La CAQ est en train de battre de l'aile à 25 Le Parti libéral du Québec, la personne que vous voyez là, c'est un avocat, c'est un député attendez une minute, le quartier, le comté La Fontaine, si je ne me trompe pas, près de Ville d'Anjou. Ce n'est pas le chef du Parti libéral qui est en train de s'en chercher un. D'ailleurs, il y en a un qui est parti à Compostelle essayer de se faire une idée s'il va se présenter chef du Parti libéral ou pas, parce qu'il s'en cherche un, il va y avoir une convention. Un secret pour personne que c'est Denis Coderre. Donc, le Parti libéral n'a pas de chef actuellement. Pour ce qui est de Québec solidaire, il est à 14 ça, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois, il y a des problèmes à l'interne dans son parti. Sa colistière, parce que n'oubliez pas, Québec solidaire, c'est un parti à deux faces, côté masculin, côté féminin. Il y a deux chefs. Alors là, je pense que celle qui a été élue chef, co-chef, et puis chef. Non, elle n'est pas dans le mot durable. Ça n'a pas duré. Là, je ne sais pas si c'est Nadeau-Dubois qui n'est pas endurable. Là, je ne le sais pas. Mais en tout cas, ça ne dure pas. Fait que là, ils doivent se chercher un autre chef, un autre co-chef. Pour ce qui est d'Éric Duhem, ça, c'est le Parti conservateur du Québec, qui est à 10 je pense qu'il a perdu un point ou deux. Mais c'est étonnant de maintenir, rappelez-vous, Parti conservateur du Québec, aucun élu et conserve quand même une certaine popularité. C'est peut-être un message qui est en train de se passer. Et le 3 c'est autre. Bon. Dans ce que vous venez de voir, je vais tout de suite vous dire, pour répondre à la question, oui, je vais donner mon opinion sur ça. Mais avant, je trouve ça triste, moi, comment il s'appelle, là, Léger, là, Jean-Marc Léger. Lui, il aime ça mettre autre.
Une maison de sondage devrait être une maison de sondage. Mettre haute. Vous rappelez-vous, à la Ville de Montréal, aux élections de 2021, Jean-Marc Léger, je ne le sais pas, là, c'est le président, je suis obligé de nommer son nom. Lui, je ne sais pas, il avait probablement dans sa tête de passer un ou l'autre, Denis Coderre ou Valérie Plante. Mais il y avait 9 candidats, si ce n'est pas 10, à la mairie de Montréal. Il nommait pas les noms. Jamais. C'était toujours Coderre, Plante ou autre. Tellement ridicule, tellement imbécile de faire ça. C'est tellement manquer de respect que je n'irai pas plus loin. À un moment donné, là, dans le premier sondage ou le deuxième, là, c'était marqué Denis Coderre, 24 %, Valérie Plante, 23 %, autres, 53 %. Puis il insistait. Ça, c'est Jean-Marc Léger, là, le fils de celui qui a parti la firme de sondage. Il insistait. Coderre, 25, Valérie Plante, 24, autres, 51 %. Il n'a jamais voulu nommer d'autres noms. J'ai pas besoin de vous dire que lui, c'est pas quelqu'un qui est endurable. Concernant le gouvernement du Québec, là, bon, Gilbert, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il va y avoir du changement au Québec aux prochaines élections? 6 mois en politique, c'est une éternité. Est-ce que toutes les erreurs que la CAQ a fait concernant Norvolt, la compagnie qui fait des batteries, qui a coûté des milliards en subventions, ou différentes choses là, que la CAQ fait, que les gens ne sont pas satisfaits. Bien, d'ailleurs, les sondages le démontrent, là, pas juste léger. Il y a d'autres firmes de sondage, d'ailleurs, qui font des sondages et qui arrivent à peu près à la même chose. C'est que la CAQ n'est pas actuellement dans le fond, mais disons qu'elle est à la baisse. Je pense que la CAQ ne peut que remonter. C'est mon opinion. Est-ce que le Parti québécois va conserver son avance? Devenir un parti majoritaire aux prochaines élections? N'oubliez pas qu'il y en a 4 ou 5 seulement actuellement à l'Assemblée nationale d'élus du Parti québécois. Est-ce que ça va augmenter? C'est ça qui semblait être la question. Je suis pas mal d'avance, mais vous le savez, je vais revenir sur le sujet parce que j'aime bien la politique, autant montréalaise, québécoise, canadienne ou internationale. Je prévois que le gouvernement du Québec, aux prochaines élections, va être un gouvernement minoritaire. Je ne peux pas vous dire quel parti. Je peux vous dire que le Parti québécois va faire élire pas mal d'autres. Le jeu de cartes va jouer et va changer parce qu'il y a 2-3 personnes qui ont l'intention de se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec. Que ce soit Denis Coderre, là, Blackburn, l'ancien directeur du Parti libéral du Québec, là, du Lac-Saint-Jean, si je ne me trompe pas. Là. Peut-être qu'il va être candidat. Il y en a peut-être d'autres aussi. Là, bon. Le décor va se placer, mais 6 mois, c'est une éternité en politique. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que, à mon avis, là, selon mon sondage interne, je répète, c'est une émission d'opinion, le prochain gouvernement va être minoritaire au Québec, pour répondre à la question. Je reviens avec Montréal. Est-ce que j'y vais avec quelque chose de pas propre? ou j'y vais avec une mauvaise décision? Tiens, on va y aller avec la mauvaise décision. Je vais vous laisser juger. Montréal, je le répète, veut actuellement, et depuis quelques années, écœurer l'automobiliste. Et pour ce faire, prend toutes sortes de décisions et annonce des choses nouvelles sans, à mon avis, avoir fait la préparation à l'interne parmi l'ensemble des élus qui, à mon avis, leur rôle à eux, c'est d'aller vérifier avec la population, participer à plusieurs activités pour aller chercher le pouls de la population montréalaise, de revenir à l'hôtel de ville et d'expliquer ce qui est en train de se passer, de façon à se faire une tête, parce qu'il y a 19 arrondissements et ce n'est pas la même chose dans chacun des arrondissements. Mais quand on a la pensée unique, ben, on ne vise qu'une seule chose. Actuellement, l'administration a décidé que l'automobile, autant l'automobile que le transport en commun, qu'on n'appelle plus transport en commun, on appelle ça le transport durable. Et, ça doit être tout électrique.
Bon, alors, je vais vous revenir là-dessus. Je vous laisse écouter à peu près. Vous allez peut-être avoir à le réécouter 2 fois. Concernant un nouveau garage qui a été pensé à Montréal, le nouveau garage Bellechasse, qui, malheureusement, il a été pensé, ce garage-là, je vais vous laisser écouter une partie de l'interview, des questions, des réponses et de différents commentaires par des intervenants de ce qui est en train de se passer dans ce fameux garage qui devait et qui va s'appeler le garage Bellechasse, qui va servir les autobus. C'était le but. Les autobus, les nouvelles autobus qui vont de plus en plus entrer à Montréal, électriques. Je vous laisse écouter ça, je vous reviens. Il est en construction depuis 5 ans. Le garage Bellechasse, le premier de la STM, spécifiquement dédié aux autobus électriques. Et ils y seront finalement ni entreposés ni rechargés pendant au moins les prochaines années. Bellechasse va venir se positionner après 2026. Donc, quand est-ce que le centre de transport va être électrifié? Ça reste à définir. Des autobus diesel et hybrides vont pour le moment transiter par Bellechasse, le temps de régler certains problèmes liés aux incendies. Nos bus électriques sont très sécuritaires. Nos batteries sont faites selon les dernières normes de l'industrie. On est conscient et on sait qu'un feu de batterie, c'est pas la même chose qu'un feu standard. C'est pour ça qu'on travaille dans nos études, on a eu des consultants qui nous ont recommandé l'installation de systèmes de gicleurs surdimensionnés. Le garage Bellechasse, c'est un garage qui est innovant. Ça va être le premier en Amérique du Nord qui est souterrain. Et oui, il y a des risques d'incendie comme il y en a dans tous nos garages. Mais la facture a bondi. Le garage devait initialement coûter 254 millions de dollars et être terminé fin 2021. C'est désormais le double, plus d'1 demi-milliard de dollars. L'administration Plante a voulu changer ce projet-là pour qu'il devienne souterrain, mais là, ce qu'on remarque, c'est des écueils année après année et malheureusement, les coûts explosent. C'est vrai que la technologie change vite, là, on ne se le cachera pas, mais dans tous les cas, on veut que ce soit efficace, rapide, parce qu'à Montréal, on y croit à l'électrification. Et le temps se resserre pour électrifier et rendre le garage Bellechasse opérationnel, puisque tous les autobus de la STM doivent être électriques d'ici 2040. Compte tenu du fait qu'on a beaucoup de pression à livrer l'électrification, on n'a pas le choix, il faut aller de l'avant avec ce grand projet-là, bien, pour nous, on juge que c'est un risque de le prendre dès maintenant. Impossible pour le moment de connaître le coût final et l'échéancier spécifique. Ici Aimée Lemieux, Radio-Canada, Montréal. Je répète la question. Gilbert, qu'est-ce que tu penses du projet du garage Bellechasse? Vous avez bien compris dans ce reportage que c'est déjà depuis plusieurs années. Avant l'arrivée de Projet Montréal, d'ailleurs, tout ce qui se fait à Montréal prend une dizaine d'années. Ça prend plusieurs comités, plusieurs dizaines de millions de dollars avant de partir un projet. Tout ça pour dire que, pour répondre à la question, le garage Bellechasse est probablement, encore une fois, à l'image de l'improvisation de l'organisation en place, le projet Montréal de Valérie Plante. Ce garage devait être extérieur, l'espace était disponible et tout était fait. Et l'improvisation, comme vous avez entendu, c'est une conseillère d'un autre arrondissement qui soulève le point. Pour des raisons que j'ignore, je suppose que c'était parce que la mairesse actuelle ne veut pas voir de produits qui roulent sur la route. Je le sais pas. Donc, on a décidé de faire un garage intérieur. Et là, bien, tout le monde de la STM, tous les techniciens, tous ceux qui sont engagés par la Ville de Montréal au niveau de la STM pour expliquer tout ce qui se passe, bon, bien, eux autres, c'est clair, regarde. C'est la plus belle chose au monde. On est les meilleurs. C'est les seuls en Amérique du Nord. Tout va bien. Puis en 2040, vous avez compris, je pensais que c'était 2030, la flotte montréalaise des autobus de la STM, là, la flotte devrait être déjà à 40 % électrique et en 2040, 100 % électrique. Bon, OK. Ben oui. La misère à planifier comment faire un garage, comment faire un endroit stratégique, spécifique pour le bienfait
durable du maintien et de l'entretien des autobus électriques. Ce projet, vous l'avez vu, il n'y a pas tout à fait la vérité complète. Quand on dit 254 millions au début, c'est un peu moins que ça. Mais là, le reportage parle de 254 millions pour faire l'ensemble du garage, terminer les travaux en 2021. C'est maintenant, au moment où je vous parle, 584 millions de dollars. Là, on dépasse le demi-milliard de dollars. Je vous le dis tout de suite, c'est pas fait, là. Non. Quand on écoute comme il faut le reportage, c'est en 2027 qu'on prévoit. Vous ferez remarquer que les autobus électriques vont arriver. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Parce que là, le garage intérieur cause des problèmes. Il y a eu un manque de planification. Je ne sais pas par quel comité. Là. C'est peut-être quelqu'un qui a été engagé de chez McKinsey ou une firme qui est en urbanisme. Je ne le sais pas. Ou la firme d'ingénieurs qui est en charge du projet en général. Je ne le sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que tout le monde vient de réaliser. Oups! Électrique, autobus électrique, ouais, ça se répare pas, ça s'entretient pas, puis ça prend pas en feu de la même façon qu'un autobus au diesel ou... Ah oui? Il y a quelqu'un qui vient de réaliser ça, là. Devinez quoi? Donc, ils ne peuvent pas arrêter là, la production des autobus électriques qui sont commandés. N'oubliez pas que Valérie Plante a dit, on va on va acheter 300 autobus électriques. Puis là, ça a l'air que c'est rendu 600, peu importe. La flotte, en passant, il y a 2000 autobus à Montréal, si je ne me trompe pas. Grosso modo, là, choquez-vous pas, c'est à peu près 2000. Fait qu'il va en avoir 600 qui s'en viennent très bientôt. Il faut les servir, il faut les recharger. Je répète, Montréal, c'est une ville nordique. Ouais. Donc, on va recharger ça dans un autre garage. Il y a différents garages à Montréal. Il y en a un à Ville d'Anjou, il y en a, justement, Bélanger qui va en être un. Il y en a Stinson, le garage Stinson dans l'Ouest. C'est là que ça va s'en aller. Ça, c'est un garage extérieur qui va déjà être prêt pour recharger les automobiles électriques qui ne peuvent pas être reçus pour l'entretien, la maintenance et le recharge dans le garage de Bélanger. Il y en a d'autres garages en passant d'entretien et maintenance, là, ceux qui suivent un peu ça. Là. Il y a aussi, je ne veux pas me tromper, je pense que c'est Fulham, pas loin de Guildford, là, il y a aussi un garage. Là. Il y a différents endroits à Montréal de l'entretien et maintenance de garages. Donc, mon opinion là-dessus, ben, c'est ça. Je ne peux pas croire qu'à Montréal, il y a 103 élus. Je ne peux pas croire ça. C'est la seule ville en Amérique du Nord qui a 19 maires. Il y a 19 maires à Montréal. 84 conseillers. Il n'y a pas 2 millions de personnes à Montréal, là. 103 élus. 19 maires, 84 conseillers. Il n'y a pas 2 millions de personnes là, à Montréal. À New York, ils sont 8 millions. Il y a un maire, 51 conseillers. Toronto, ils sont 3-4 millions. Peut-être presque 4 millions maintenant. Un maire, 25 conseillers. Montréal, 19 maires. 84 conseillers. Puis ils ne sont pas capables de s'asseoir. Ils sont pas... Voyons donc. Voyons donc. On engage des comités, des vérificateurs, là, c'est nouveau, le nouveau mot, des cellules. Oui, pour que Montréal soit durable. C'est le mot magique. Là, ça en est pathétique. Il n'y a plus rien d'endurable dans les prises de décision qui se prennent à Montréal. Les taxes augmentent. On ne construit pas de logements. On est en train de dire que tout va bien, les rues sont belles, c'est propre. Puis là, on investit. Je répète, là, puis je vais terminer là-dessus, parce que c'était rien qu'une question concernant le garage Bellechasse. 582 millions de dollars de prévus. On est en 2024, il n'est pas prêt avant 2027, qui est prévu. Moi, je vous le dis qu'on s'en va vers 750 millions de dollars. Pourquoi je parlais de ça? Parce qu'il y a une question qui suivait pas loin de
Ça, j'ai eu besoin d'avoir recours à mon livre de chevet pour répondre à cette question-là, que j'ai trouvé intéressante. Ça, c'est le budget de Montréal. Je me gêne pas pour le dire, c'est mon livre de chevet. Moi, j'aime ça. Moi, je trouve que c'est intéressant. Montréal m'intéresse. Je suis né à Montréal. J'ai eu des commerces à Montréal. J'ai été locataire à Montréal. Je suis propriétaire à Montréal. J'ai des locataires à Montréal. Et j'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, là, j'aime Montréal. Puis tout pour aider les Montréalais. C'est incroyable. Tout ça pour dire que je lis le budget et je me dis, on s'en va pas dans... on s'en va vraiment pas dans le bon sens. À la page 117, bon, pour répondre à la question, c'est ça? Non, excusez, 115. Oups, perdu ma feuille. On va peut-être perdre une question. 115, c'est cette page-là ici. Le graphique que vous voyez là. Gilbert, comment ça se fait que les routes, l'entretien des routes, les infrastructures à Montréal, comment ça se fait que ça ne va pas plus vite? J'ai compris la question, c'était parce que là, on voit de plus en plus qu'il y a un manque d'entretien. C'est pas magique. C'est pas magique. Un budget de Montréal, le budget de Montréal, c'est un budget qui est vérifié. On peut dire n'importe quoi. Les élus en place, le parti en place peut écrire n'importe quoi. En passant, il y a de moins en moins de chiffres et de graphiques dans le budget depuis l'arrivée de Valérie Plante. Il y a beaucoup de textes pour expliquer qu'ils sont bien bons, bien gentils, ils savent tout. Bon. Mais on finit quand même à aller chercher les informations qu'on veut à différents endroits quand on est... performant dans la vérification des chiffres et le bureau de comptable qui fait la vérification ne peut pas mentir. Donc, pour répondre à la question, Gilbert, comment ça se fait qu'on a l'impression qu'il y a de moins en moins d'entretien, la planification n'est pas bonne, les rues, c'est plein de cônes, il y a des journées, ça travaille, des fois, ça ne travaille pas. Là, je comprenais que la personne avait un peu de critique à faire en plus. Moi, je vais vous donner la réponse objective. À l'arrivée de... Valérie Plante. Le budget de Montréal, là, bon an, mal an, là, sur les routes, puis tout ça, Montréal, c'est 500 millions de dollars. Entretien, maintenance, réparation, ce que vous appelez, ce qu'on appelle les nids de poules. Parce que Montréal, il y a 4 saisons. Il y a du gel puis du dégel. Pourquoi est-ce que ça va pas bien et qu'on dirait que ça avance pas? Bon, mais... le budget, je répète, ça a toujours été autour d'un demi-milliard de dollars. 500 millions. Personnellement, honnêtement, j'en mettrais peut-être même un peu plus. C'est pas ça la question. C'est Gilbert, pourquoi il y en a moins? On va oublier, les chiffres ne mentent pas. Valérie Plante a réduit le budget de maintenance-entretien. De 500 millions, ça a tombé à 386 millions. Puis là, dernièrement, il n'y a pas si longtemps, en 2021, encore baissé, 320 millions. Et de moins en moins d'entretien parce que la chose la plus importante, c'est des pistes cyclables. La mairesse actuelle a annoncé ouvertement qu'au cours des prochaines années, il sera investi dans les pistes cyclables 580 millions de dollars. À un moment donné, un budget, tu ne peux pas jouer avec les chiffres, là. Tu ne peux pas jouer. Si tu dis quelque chose, il faut qu'à un moment donné, ça se tienne. Alors, pour répondre à la question, oui, effectivement, la Ville de Montréal, l'administration en place a passé le budget de la Ville, entretien et maintenance des rues, de 500 quelques millions à 380 à 300. À partir de là, les journalistes... Là, il faut prendre en considération également les journalistes, que j'appelle des chroniqueuses ou des journalistes là, qui écrivent dans les différents médias traditionnels subventionnés. À l'élection de 2021, eux ont fait comprendre à tout le monde, on ne veut plus de Denis Coderre, il faut que Valérie Plante gagne. Ils ont fait gagner Valérie. Aujourd'hui, ils s'en mordent un peu les pouces. Ils s'en aperçoivent. Et en 2021, quand le budget de la Ville de Montréal a diminué ses travaux jusqu'à 300 millions, là, quasiment, c'est incroyable. Comment voulez-vous que ça aille bien? Voyons donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et là, les journalistes ont décidé de voir, peut-être qu'elle n'est pas si bonne que ça. Vous remarquerez que de plus en plus de journalistes et chroniqueuses qui ont appuyé ouvertement, sans se cacher,
Valérie Plante. Certains n'aimaient pas vraiment Valérie Plante, mais détestaient Denis Coderre. Donc, on ne vote pas pour Valérie Plante, mais on va voter contre Denis Coderre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce genre de campagne-là. C'était à peu près ça. Ce qui est totalement ridicule, parce qu'il y avait 8, 9, 10 candidats à la mairie de Montréal, mais on les appelait autres. Alors, ce qui arrive actuellement, c'est que Montréal subit la stupidité, l'hypocrisie des produits durables que j'appelle les journalistes. Eux autres sont là, sont subventionnés, puis ils donnent leur opinion, puis ils essayent de vous l'imposer. C'est bien triste, c'est bien triste. Donc, pour répondre à la question, oui, Valérie Plante a diminué quasiment de moitié maintenance entretien. C'est pas une surprise. Je le répète, ceux qui veulent lire le budget de Montréal, ce que je fais régulièrement, budget 2024, à la page 115. Le graphique est très, 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 très clair. C'est précis et ça va répondre à votre question qui semblait vous choquer. Moi, je me choque jamais. Jamais. Je mets un peu de vie dans l'émission parce qu'il y a des sujets qui sont difficiles à aborder en gardant le sourire. Quelquefois, on me le dit, Gilbert, t'as de l'air un peu choqué. Vous avez deux options. Un paquet de menteries avec des sourires aux éclats constamment et jamais de réponse et de vérité. Ou quelqu'un qui connaît Montréal, qui aime Montréal, qui a la capacité, à son avis, de faire en sorte qu'on peut faire un virage de façon à ce que l'ensemble des citoyens aiment Montréal, que tous ceux qui vivent au Québec cessent de dire que Montréal est une risée, sale, pleine de graffitis, mal gérée, irresponsable et dépensière. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Maintenant, pour combler la dette de Montréal, parce que je ne m'en cacherai pas, là, le budget de Montréal, c'est 7,1 milliards là, à peu près. 7 milliards, 100 millions, 200 millions à peu près. La dette de Montréal, en incluant la STM, c'est à peu près 16 milliards de dollars. Il n'y a aucune firme, aucune compagnie qui passe au travers de ça. Mais le gouvernement du Québec aide les villes qui sont mal gérées, surtout la métropole. Le premier ministre du Québec a une mauvaise décision, en fait, une décision difficile à prendre, à savoir est-ce que je mets Montréal sous tutelle, parce que Montréal tire par en arrière toutes les villes du Québec, là. C'est le moteur économique, je le répéterai jamais assez. C'est le moteur économique. C'est une belle ville en passant. Moi, je l'adore. Si vous saviez comment je l'adore, je me promène partout. J'ai tout ce qu'il faut, moi. J'ai 2 vélos. Je me promène en vélo. J'en ai un pour moi et un pour la visite, quand je veux faire un petit tour. J'ai une moto, j'ai une auto. C'est incroyable. Moi, j'aime Montréal, j'aime sa vie. J'aime ça. Je trouve que c'est mal géré, c'est mal propre. On s'en va pas dans le bon sens. On manque de respect. Puis on crée la zizanie actuellement dans la population. Est-ce que c'est ce que les élus veulent? On crée la zizanie, on les appelle le petit peuple. Vous autres, vous êtes juste des choucroutes, des restants de pain, des trous de cul, pas compliqué. Puis nous autres, bien, on sait ce qu'on fait, puis on va vous dire quoi faire. C'est triste. Montréal, c'est une entité administrative qui est là pour gérer correctement une ville, servir ses citoyens, parce qu'elle vit en fonction des taxes. Y a-tu quelqu'un qui va finir par le comprendre que c'est pas avec une pensée unique qu'on gère une ville? Pathétique. Montréal a des dettes, donc on essaye de trouver des solutions. Il y en a plusieurs solutions. Actuellement, le parti Projet Montréal de Valérie Plante, puis ce que j'appelle, moi, sa gang de comiques, là, ils ont décidé qu'à Montréal, on va passer le camion de vidange, on va ramasser les vidanges une fois par 2 semaines. C'est incroyable de penser comme ça. Voyons donc. Avez-vous plus de services à Montréal depuis que Valérie Plante est là? Avez-vous plus de services depuis que Projet Montréal est là? Là, on va passer, le camion vient, on va passer rien qu'une fois aux 2 semaines. Ouais.
Si vous pensiez qu'il y avait des rats à Montréal, c'est ça. Attendez, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu ce qui va arriver, là. Il y a 4 saisons à Montréal. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Et on va faire ça là, en plein en été. Ben oui, toi. Ben oui. Ben oui. Puis, on choisit toujours un arrondissement pilote. Et là, ça va probablement commencer dans Hochelaga-Maisonneuve. Ça va s'en aller peut-être sur le plateau, peut-être dans Rosemont. Ça, ce que je vous nomme, c'est des arrondissements qui sont Projet Montréal. Ça veut dire qu'ils sont dirigés par des élus de Projet Montréal. Je ne le dirai jamais assez. Là. Il y a 19 arrondissements, puis il y a 103 élus. Bon, bien, là, Hochelaga-Maisonneuve, là, c'est Projet Montréal, là, qui est le maire d'arrondissement, un des 19 maires. Bon, en tout cas, là, ils ont décidé que, bon, on va mettre ça aux 2 semaines. Pourquoi? Sauver de l'argent? Non. Non. C'est pour que les gens comprennent que Montréal, c'est une ville durable. C'est là qu'est le problème. Le mot durable apparaît, là. C'est pour montrer aux gens que nous, on veut faire en sorte que tout le monde fasse ce que l'on veut, c'est-à-dire vous allez devenir des gens qui vont faire la promotion de Montréal, une ville durable, c'est-à-dire que vous allez jeter... Celle-là, la fin de la phrase, encore une fois, c'est très paradoxal, la façon que la mairesse l'a expliqué. Vous allez conserver chez vous des choses qui ne sont pas durables. Donc, on va envoyer le camion en vidange le moins souvent possible, mais on va vous offrir le service de récupération. Il va y avoir un camion qui va passer pour ramasser les produits récupérables, un autre qui va ramasser ci, un autre qui va ramasser... Là, j'essaie de calculer tout ce qui est en train de se dire, là. Regarde, ça ne vous tente pas d'évaluer que la population est responsable. La population est responsable. Tu expliques à la population, ce serait bien que tout le monde récupère certaines choses. Je sais pas, moi, le carton, le papier, que ce soit clair. Rendre les gens responsables, au lieu de leur dire « vous comprenez rien, on va vous l'expliquer, on va vous l'imposer ». Ça, je pense que ça serait déjà un grand point et ça valoriserait un peu les citoyens au lieu de constamment leur dire qu'ils ne comprennent pas, on va vous l'imposer. C'est pas la façon de gérer une ville. Je ne pense pas. Là, vous allez dire, Gilbert, tu t'en vas où avec ça? Voici. Pour sauver de l'argent. Ça, c'est la vraie raison. Pour sauver de l'argent. Le reste, tout ce qui est dit, c'est... Il faut mettre le mot durable à tous les 3 phrases, puis ça va montrer que vous n'êtes pas bon. Nous autres, on sait c'est quoi durable. Ça va devenir le nouveau mot, ça, je vous le dis tout de suite. Mais au bout de la ligne, là, il faut que tu te rappelles au début de la phrase. On va ramasser les vidanges juste une fois par 2 semaines. Ça, c'est pour sauver de l'argent, parce que la Ville de Montréal a une dette. Et là, on essaye de sauver d'une façon. Donc, on va travailler sur le pensée unique. On va dire aux gens, vous allez faire ça, pour aider à ce que la ville soit durable. Je ne veux pas aller plus loin dans la réponse à cette question-là. Là. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Gilbert, y a-t-il d'autres solutions? Oui. Étonnamment. Montréal, c'est une métropole, 4 saisons, et il y a l'été et l'hiver. Premièrement, n'aurait-il pas été mieux de faire une vérification dans différents arrondissements? Je répète, il y a 103 élus, je ne le dirai jamais assez. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas le temps, eux autres, de faire des vraies consultations, d'aller voir autant les commerçants, parce qu'il y a des petits commerçants dans des arrondissements, que les résidents, de faire une vérification complète. On tombe dans Hochelaga-Maisonneuve et il y a une énorme colonie de rats. Pour OK, quand c'est sale, quand il y a des déchets, quand ça traîne, ça provoque cette réaction-là. Que voulez-vous? C'est comme ça. Mais c'est pas grave, on va mettre des vidanges aux 2 semaines, puis on va vous expliquer que c'est comme ça qu'on va faire une ville durable. Non, ça va devenir non endurable. S'il y a des solutions, oui, il y a des solutions. Juillet et août, c'est la période chaude. C'est un secret pour personne, là. Juillet, août. Et février, mars, là, j'hésite. Ça peut être janvier, février ou février, mars. C'est les 2 mois les plus froids.
à l'inverse de ce qu'ils sont en train de faire. Y a-t-il quelqu'un qui s'est assis et qui a dit, regarde, on va faire quelque chose de spécial. L'été, là, c'est chaud. Il fait chaud. Pourquoi on ne passe pas les vidanges 2 fois par semaine? Pas une fois par 2 semaines. 2 fois par semaine. C'est l'été. Il y a des touristes. Il y a des terrasses. Puis si l'administration actuelle ne veut pas être paradoxale, ils font des rues piétonnières. Ça provoque quoi? Une augmentation des terrasses. Qui a des terrasses? Les restaurants. Qu'est-ce qu'ils produisent, les restaurants? Des vidanges. Où est-ce qu'ils les mettent? En arrière du restaurant. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un container. Ah oui? OK. De plus en plus, durant la période estivale. Puis moi, j'aime ça. Honnêtement, moi, j'adore l'été à Montréal. Il y a des festivals, que ce soit le festival de jazz, la course Formule E, à l'époque, qui a été un fiasco. Formule 1, le tournoi de golf, nommez-les, il y a toutes sortes d'activités incroyables. C'est beau, c'est bien. Camion de vidange, 2 fois par semaine, pas une fois par 2 semaines. 2 fois par semaine, partout. Et l'hiver, janvier ou février, faire une vérification et dire aux citoyens, qu'est-ce que vous pensez de ça? Si on essayait de sauver un peu d'argent, puis on mettait les vidanges aux 2 semaines, quand il fait très froid. Je dis pas qu'il faut le faire. Je vous dis juste, qu'à partir avec une idée, tu pars avec une idée qui a au moins une logique. Mais pour répondre à la question, non, je trouve ça stupide, imbécile, manque de respect. Je ne sais pas qui. Je sais que c'est Projet Montréal, là, à l'intérieur de cette gang-là. L'été, à Montréal, on va mettre, évidemment, 1 fois par 2 semaines. C'est incroyable. C'est incroyable. On a fait le tour du garage, on a fait le tour de tout. Ah, la dernière question. Oui, Gilbert, tu nous as parlé l'autre fois de Montréal. Tu as des documents concernant les différents maires de Montréal. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça n'existe pas un parti politique au municipal? Oui, c'est vrai. Ben, en fait, ça existe au Québec. Qui a créé ça indirectement? C'est Jean Drapeau. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean Drapeau, il a été maire de Montréal 2 fois. Il a été élu une première fois, puis la deuxième fois, il a été battu par Sarto Fournier. Puis il était choqué. C'est un orgueilleux, ce Jean Drapeau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça m'étonnerait. Il a été maire très longtemps à Montréal. Mais il a gagné une fois, il a perdu, Sarto. Sarto Fournier a gagné, puis là, Jean Drapeau, il a dit « Je reviens en force avec le Parti civique ». Et c'est depuis cette époque-là, si je ne me rappelle pas, là, je regarde dans le dossier, je pense que c'est 1960. C'est ça, en 1960, il est revenu battre Sarto Fournier et il avait créé un parti qu'il appelait le Parti civique, en disant « J'ai une bonne équipe et ça va s'appeler le Parti civique ». Et cela a demeuré. Et ça a fait des petits... Parce que Jean Drapeau, n'oubliez pas que son deuxième mandat, la deuxième fois qu'il a été élu, c'est de 1960 à 1986. Il faut que je vérifie encore. C'est ça, 1986. Après ça, c'est Jean Doré qui est arrivé. Fait que, 26 ans de temps. Et au Québec, l'habitude a été prise. Ah, ben regarde, ça prend un parti politique. Non. Jean Drapeau a fait des belles choses à Montréal, puis moi, je vais toujours dire que c'est un maire qui est tombé dans la bonne période, là, dans le développement, dans les glorieuses de Montréal, des années 50, 60, 70, là, tout se développe, et tout ça, mais il a fait un bon travail. Il était un peu rêveur, dépensier, mais il était bien entouré, ça, c'est vrai. Mais c'est pas une bonne chose d'avoir fait ça. Pourquoi je dis ça? Je rencontre, je ne répéterai jamais assez, jusqu'en novembre 2025, je rencontre beaucoup de gens et je serre la main à beaucoup de personnes qui me posent beaucoup de questions et je me dis toujours, vous avez voté? Je pose la question aux gens. Vous avez... Oui. Tout le monde me dit oui. À Montréal, 38% du monde ont voté. 38% des gens qui peuvent voter à Montréal ont voté. Pas il y a 100 ans, là, en 2021, dernières élections. 38 %. Ça veut dire qu'à chaque fois que je serre la main à quelqu'un qui me dit « Oui, j'ai voté », il y en a 6 sur 10 qui me disent « Pas la vérité, là. » Ça, c'est clair. C'est clair. Hein? 38 % du monde a voté. Moi, je serre la main, tout le monde me dit « J'ai voté, moi, j'ai voté. » OK?
Ce qui est important de savoir, je termine là-dessus, pour répondre à la question, Gilbert, concernant Jean Drapeau, c'est lui qui a créé ça par le Parti civique. Dans une ville au Québec, vous votez sur différents bulletins de vote. Et c'est pensé comme ça. C'est une administration. Ça veut dire que vous choisissez sur le bulletin de vote maire de Montréal. Là, vous avez la liste de tous les candidats qui se présentent maire de Montréal. Vous avez le choix. Ça n'a aucun rapport avec un parti politique. Aucun. Vous dites, voici la personne qui, à mon avis, a la meilleure capacité de comprendre ce qui se passe à Montréal et de travailler avec les élus, qu'on appelle les conseillers. Ça, c'est le bulletin de vote du maire de Montréal. À Montréal, tenez-vous bien, là, il y a 3 autres bulletins de vote. Normalement, dans toutes les villes, tu as le maire puis le bulletin des conseillers. Selon l'endroit où vous demeurez dans une ville, quand la ville est grande, c'est différents quartiers. Il y a différents conseillers. Fait que vous avez 2 bulletins de vote. Le bulletin de vote du maire pour toute la ville, puis le conseiller, selon où vous restez. Vous avez 2 votes, puis c'est merci, bonsoir. Montréal, hors du commun. Tu as le bulletin du maire. Après ça, tu as le bulletin du maire d'arrondissement. Il y a 19 arrondissements à Montréal. Fait que là, tu votes pour le maire. Tu dis, lui, c'est le meilleur. Après ça, tu votes pour le maire d'arrondissement. Ça, c'est lui qui, à mon avis, représente le mieux l'arrondissement. Tu le choisis. Aucun rapport avec le parti. C'est celui qui va te servir le mieux, selon toi, dans ton arrondissement. Après ça, tu as le conseiller de ville. Je vous le dis, à Montréal, c'est différent. C'est un autre bulletin. Là, tu as le conseiller de ville qui, lui, dans le quartier de l'arrondissement dans lequel tu vis. Là, tu votes pour lui. Ça, c'est le conseiller de ville ou elle, qui est sur ce bulletin-là, lui, siège à l'hôtel de ville. Tu dis, c'est lui qui me représente le mieux pour aller expliquer à Montréal les problèmes que j'ai dans mon quartier de l'arrondissement où je demeure. Bon. Puis à Montréal, il y en a un autre. C'est le bulletin pour le conseiller d'arrondissement. Lui, il ne va pas à l'hôtel de ville. Non. Non, non. Lui, il reste juste à l'arrondissement. Vous essayerez de le trouver. En tout cas, lui, ou elle, c'est un conseiller qui reste à l'arrondissement et qui siège au conseil d'arrondissement, qui est considéré comme étant celui qui est très, 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 très près des citoyens, exclusivement pour l'arrondissement. Lui, il ne siège pas à l'hôtel de ville. Bon, c'est ça. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de parti politique dans ce que je viens de dire, là. On choisit le meilleur ou la meilleure candidate dans chacun des postes à partir de conseiller d'arrondissement, conseiller de ville, maire d'arrondissement, puis maire de la ville. C'est 4 bulletins totalement différents et si vous y allez selon ce que vous avez l'intention d'aimer pendant un mandat de 4 ans. Bon, en espérant que j'ai répondu. C'est probablement la dernière émission de la saison. On va y revenir. Mais, il se passe tellement de choses. Il se passe tellement de choses que c'est possible. Peut-être qu'il va y avoir une émission spéciale, le candidat qui va venir nous parler de Montréal. Merci pour le pouce en l'air. Ah, j'ai-tu le temps? Ça fait combien de temps que l'émission tourne, là? 1h09. Ah! On avait dit que l'émission durerait 1 heure. Ben, je vais en parler dans l'autre émission, parce qu'il va être égal. On a le temps de la faire, midi et demi. Midi et demi. Ah, bon, on peut le faire, là, tant qu'à faire. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de faire l'émission, ça passe ou ça casse. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé, Gilbert, peux-tu nous donner ton opinion sur ce qui est en train de se passer aux élections américaines? Parce qu'il y a 3 choses aux États-Unis qui sont en train de se passer, mais là, j'ai mis les documents là. Je vais y aller à peu près par cœur. Je termine l'émission là-dessus. Désolé si elle dure un petit peu plus longtemps. C'est parce que, tiens, tant qu'à faire, il y a une émission spéciale. Ça, c'est fantastique. Caroline Mayou, qui est animatrice également ici à Lux Média, va recevoir un invité. Et l'émission va être diffusée en différé, mais va être enregistrée tout de suite après l'émission dont vous regardez actuellement. Et la personne qui est invitée, c'est Dean Anderson. Je ne sais pas si on le voit bien. Lui, il a écrit quelques livres, dont celui-ci, j'ai le doigt sur le titre. Illuminati Agenda 2021. The Luciferian Plan to Destroy Creations. Ça, il a écrit ça, Dean and Jill Anderson.
Il a également écrit, avant de vous le montrer, Nephilim Crown 5G Apocalypse. On voit-tu bien? Oui, on voit très bien. Ça, c'est l'invité qui va avoir lieu tout de suite après l'émission que j'enregistre aujourd'hui, mais qui va être diffusée en différé un peu plus tard cette semaine. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura peut-être pas d'émission. Ça passe ou ça casse tout de suite après celle-ci. L'autre, c'est Sticking It. Ah, regarde, je l'aime, ce titre-là. Coudon, je vais l'écouter, moi, cette émission-là. Dean Anderson va être l'invité de Caroline Mayou. Sticking It to the Matrix. Ça, c'est des livres qu'il a écrits et c'est l'invité qui va suivre avec Caroline Mayou. Royal Bloodline, Wetiko and the Great Remembering. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui ont un intérêt spécifique, mais ce sont des gens qui ont énormément de connaissances de vocabulaire dans leur domaine précis. Alors, je le répète, Caroline Mayou, qui est également animatrice ici, reçoit cet invité très spécial. Je pense que ça va être à distance. Mais ça va être très intéressant. En tout cas, ça commence à m'intéresser. Je vais peut-être écouter ça. Dean Anderson. Bon, OK. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit, OK, il n'y aura pas d'autre émission. On prend un petit 15 minutes. Assoyez-vous confortable. Fernande, Pauline, André, faites comme moi. Tiens, regarde, un petit gorgée d'eau. Allez faire pipi. 15 minutes, maximum 20 minutes là, pour répondre aux questions qui auraient eu lieu normalement à Ça passe ou ça casse. L'information est là-bas. Je vais y aller par cœur. Il y a 3 choses qui se passent actuellement d'intéressant aux États-Unis et c'est probablement là-dessus que les gens me posaient le plus de questions. Il y a 2 activités qui se passent actuellement au Congrès aux États-Unis. C'est pas la même chose que quand ça se passe en cours. On a l'impression, pour ceux qui suivent pas trop ça, ceux qui suivent ça, vous savez de quoi je parle. Ceux qui suivent pas ça, ils ont l'impression, ah ben là, il se fait interviewer, c'est un témoin, il peut être accusé, puis là, il va peut-être faire de la prison. Non, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Ce qui se passe actuellement, c'est au Congrès aux États-Unis. Le Congrès, il y a 2 chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. La Chambre des représentants a le droit d'envoyer des avis parce qu'ils veulent poser des questions concernant un dossier précis. Et ils visent quelqu'un de front. Ils veulent le faire parler, voir s'il va se parjurer, s'il a menti. Il y a bien des raisons pour l'inviter, surtout dans des dossiers très, très, très spécifiques. Donc, il y en a 2 actuellement au Congrès. Celui qui intéresse tout le monde, et on n'aime pas en parler, ceux qui ont c'est un dossier délicat, là, puis c'est un mot que personne ne veut parler, et bon. Moi, je l'appelle la grippe chinoise, d'autres l'appellent la grippe de Wuhan, d'autres l'appellent le virus chinois, d'autres disent une pandémie, peu importe. On l'a vécu, et ça, à mon avis, je répète, on est à une émission où c'est beaucoup d'opinions, va affecter une génération complète, peut-être 2, ce qui s'est passé. Les 2-3 dernières années où on disait ça te prend un masque, sinon tu ne peux pas sortir de chez vous. Il faut que tu sois à 6 pieds de distance, si jamais tu as l'intention d'aller quelque part. Ou nommez-les, là, toutes les restrictions. Tu dois pencher les yeux quand tu vas au supermarché parce qu'il faut que tu suives une flèche. Vous vous rappelez, je ne veux pas revenir sur ça, puis j'en ai jamais parlé parce que c'est délicat, étant donné que j'ai des ambitions politiques. Il y a des journalistes sans envergure là, qui sont subventionnés et qui embarquaient dans un système veulent démolir toute personne qui posait des questions. Alors, je dois être délicat. J'en ai jamais parlé. On ne m'a jamais traité de complotiste, en passant. Il y en a une chroniqueuse là, qui disait que je flirtais avec le... Elle avait peur de dire le mot « il est ». En tout cas, elle a bien fait d'avoir eu peur. Je pense qu'elle aurait trouvé le temps long.
je veux revenir sur le sujet parce que pour moi, c'est délicat et je trouve que c'était tellement un dossier fragile. Ceux qui suivent moins mon émission se posent la question, pourquoi tu reviens là-dessus? Je le répète, moi, je suis une personne qui défend la responsabilité des gens. Je n'aime pas qu'on traite les gens comme des enfants. Je n'aime pas qu'on dise aux gens qu'ils sont stupides, idiots, comme Mario Dumont a fait. Mario Dumont a dit « Toute personne qui n'est pas vaccinée, vous devriez arrêter de leur parler. Que ce soit votre père, votre mère, votre frère, arrêtez de leur parler. Dites-leur plus rien. Communiquez pas avec eux autres. Parlez-y plus. On devrait tous les envoyer dans le Grand Nord du Québec, à Gagnonville ou je sais pas où. Là, ce sont des imbéciles, des édentés et des caves. » Ça, c'est Mario Dumont qui parlait comme ça. Richard Martineau, il les appelait les coucous. Je ne sais pas pour qui il se prend. Là. Et en passant, ni l'un ni l'autre, je les ai rencontrés. Je les connais pas. Je sais c'est qui, là, mais c'est pas ma clientèle, ces gars-là. Ça, c'est des journalistes subventionnés là, qui doivent maintenir un rythme, celui de dire que tu es un cave. Et pour en revenir aux questions qui étaient reliées avec la politique américaine, actuellement, l'homme le plus puissant aux États-Unis, n'allez pas penser que le président américain, c'est l'homme le plus payé public aux États-Unis. Non. Son nom, c'est Anthony Fauci. Anthony Fauci, c'est le président de la NIH, la National Institute of Health, l'Institut national de la santé des États-Unis. Aux États-Unis, tu as le président, puis alentour de lui, moi, je l'appelle le bunker très rapproché. Le président du NIH, Anthony Fauci, fait partie des 5, 6, 7 personnes collées sur le président. En fait, c'est le numéro 1 collé sur le président dès qu'on parle de santé publique, dès qu'on parle de pandémie, ou peu importe le terme. C'est lui. Et cet institut-là est évidemment subventionné, hein, effectivement. Ce que je disais, c'est l'homme le mieux payé aux États-Unis. Son salaire est plus élevé que le salaire du président. C'est incroyable, hein? Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a des gens aux États-Unis, dans le Congrès, je le répète, il y a 2 chambres, le sénateur et la Chambre des représentants, ont exigé à ce que Fauci, Anthony, s'explique. Il s'est expliqué. Et c'est un médecin, évidemment, et avec un peu de prétention. Je pense qu'il y a 40 ans qu'il a eu ce titre-là, lui. Et malheureusement, quand on se fait poser des questions au Congrès, on commence à avoir peur. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que tout ce qui est dit est enregistré. Après ça, c'est envoyé au Sénat, et le Sénat décide de, oui, est-ce qu'on prend des procédures, est-ce qu'on monte ça, est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on s'en va en cours, est-ce qu'on l'accuse, et puis ça. La Chambre des représentants, elle, ne fait que, moi, je dis toujours, prépare le plat, puis le Sénat finit la job. Le Sénat est démocrate. Donc, le Sénat n'ira pas actuellement plus loin sur Fauci. Sauf que ce qui est en train d'être fait sur Anthony Fauci, c'est ça, moi, ce que j'appelle l'ensemble des questions qui vont être posées, là, ça va être conservé, ça. Ce qui a été dit, ce qui a été retenu, de la façon que ça a été dit, pourquoi vous avez dit que toute la science a dit que le masque était la meilleure chose? Pourquoi vous avez dit que 6 pieds de distance, c'est la science. Si vous ne me croyez pas, c'est la science que vous ne croyez pas. Je suis Dieu en science. Et le gouvernement américain, à partir de Donald Trump jusqu'à Joe Biden. Aujourd'hui, Donald Trump émet quelques doutes sur sa naïveté d'avoir cru en ce qui se passait. Mais il respectait les gens en place et il l'a respecté et a agi en fonction de les données qu'il entendait des gens responsables en santé, dont le top, c'est Anthony Fauci, qui, lui, dans le monde occidental, c'est lui qui a écrit des articles dans Nature, le journal de la science connu et reconnu au monde. Je ne veux pas aller sur ça, mais je peux vous dire qu'il a également avoué que ce qui a été écrit dans Nature, c'est un mensonge.
Mais je suis bien à l'aise d'en parler aujourd'hui. Je n'ai pas parlé de ça, moi, pendant 3-4 ans. Puis il y a du monde qui associait Gilbert Thibodeau à « Ah, ben, tu es avec un média qui est complotiste. » Non. C'est pas des gens qui sont complotistes. Ce sont des gens qui s'amusaient à poser des questions. Puis je pense que tu as le droit de poser des questions. Et quand tu n'as pas de réponse et que tu te fais traiter de toutes sortes de noms, bien, tu lèves le ton, puis tu commences à donner des réponses à des gens qui te traitent de toutes sortes de noms. Bon, ceci dit, moi, je m'en suis servi, comme je fais encore aujourd'hui, d'une façon de me faire connaître. Mais je n'ai pas touché ce sujet-là parce que je savais que c'était délicat. Donc, voici ce qui s'est passé. Je vous reviens après ça. Ce que vous allez voir, c'est au Congrès, à la Chambre des représentants. Anthony Fauci est actuellement interviewé. Plusieurs questions et réponses. Ça peut durer 2, 3, 4 heures. J'en ai conservé juste 3-4 minutes. C'est une section très importante. Et écoutez bien pour ceux qui parlent anglais, mais je vais quand même essayer d'expliquer rapidement après, puis on termine l'émission là-dessus. Je crois que c'est le médecin McCormick, qui est à la Chambre des représentants, qui pose une question ou des questions à Anthony Fauci. Et il se permet de dire à M. Fauci, « Vous avez déjà dit ça, vous? » Je vous laisse écouter ça, je vous reviens. On n'a pas le clip. Non, on ne l'avait pas fait. Ah, et là, ça va bien. J'ai tout expliqué ça, puis on n'a pas le clip. Ça va pas bien? Ça va pas bien. Bon. Alors, moi, je vais vous le résumer, puis ceux qui ont de la difficulté à croire ça, j'espère que le technicien ici, là, qui est fatigué, tout fatigué. J'espère qu'il va mettre ça prend pas trop d'espace. Ça dure 2 heures. 2 heures et demie. Mais il y a un petit 5 minutes quelque part. Je vous le résume. Le docteur McCormick, qui est en Chambre des représentants, demande à M. Fauci, il dit « Est-ce que c'est vrai que vous avez dit ça au téléphone? » Et il fait écouter Fauci au téléphone. Et Anthony Fauci s'écoute. Et ce qu'il dit, c'est à une personne qui lui dit « Je suis pas certain qu'on devrait dire ça à la population. Je suis pas certain que tu devrais faire ça comme ça. » Bien, c'est une communication téléphonique entre 2 personnes qui, malheureusement pour lui, a été enregistrée étant donné qu'il était quelque part dans un bureau public. Et quand tu te prends pour Dieu, bien, tu t'en fous pas mal, puis regarde, ça va. Bon, malheureusement, ça a été conservé et ce téléphone-là est enregistré, l'appel téléphonique. Et Anthony Fauci dit, regarde, c'est pas grave. De la façon qu'on va fonctionner, là, on va dire à tous les restaurateurs, tous les commerces, toutes les grosses compagnies comme Amazon, Google, Facebook, nommez-les, toutes les grandes corporations, les multinationales, on va leur expliquer que, regarde, vous devez faire vacciner vos employés. Pas parce que c'est nécessairement bon, mais c'est parce que en l'imposant, on va faire en sorte que ceux qui ne sont pas vaccinés vont commencer à être mal à l'aise. Et de toute façon, ces imbéciles-là, en parlant de ceux qui hésitent à se faire vacciner, parce que le vaccin a été mis au monde 9 mois après, on vaccine la planète Terre en disant qu'il a été vérifié et que tout va bien. Fauci, au téléphone, dit à son intervenant, il dit « C'est pas grave, ça. » Il dit que ce que les gens pensent. En exigeant de se faire vacciner, on va les isoler tellement qu'ils vont se sentir seuls et ils vont se sentir obligés de se faire vacciner. Et McCormick, qui pose des questions, persiste. Mais pourquoi vous avez dit que le masque était obligatoire? Ben, non, je n'ai pas vraiment dit ça. Et là, c'est son vocabulaire. Là, les termes sont importants. Je ne pense pas que j'ai dit ça de cette façon-là. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui a été fait avec la science, avec la vérité. En tout cas, c'est intéressant. C'est de valeur qu'on n'a pas le clip. Ceux que ça intéresse, c'est sur YouTube, évidemment. C'est sur les grands réseaux américains. Ça dure 2 heures et demie, 3 heures, et plusieurs représentants lui posent des questions, et là, certains le défendent, ce qu'on appelle le Parti libéral des États-Unis, le Parti démocrate.
le défendent, parce que pour eux, c'est important. Et le Parti républicain, plusieurs représentants lui posent des questions beaucoup plus précises sur le dossier. Et Anthony Fauci est tellement mal à l'aise. Ça va faire du bruit, ça. J'ai l'impression que ça va faire du bruit. Il y en a qui disent ça vaut pas la peine d'en parler. C'est passé, c'est réglé. Ça fait déjà 2 ans, on n'en parle plus. J'ai dit au début de l'émission, même si je parlais de Montréal, il y a des choses qui marquent une génération. Moi, je pense que ce phénomène-là va marquer une génération, peut-être 2 générations. Et c'est triste. Et ça devrait faire avancer le dossier. Par contre, je répète, il y a plusieurs animateurs ici. Il y en a un qui m'a soulevé le point. Il dit, Gilbert, il dit, sais-tu ce qu'ils sont en train de faire? Ils ne le mettront pas en prison. Ils sont en train de faire en sorte de dire aux gens, regardez là, on est en train de le planter, on est en train d'y faire mal, on est en train d'y faire dire, t'es un menteur, t'as menti, t'as ri de la population, t'as exigé que les gens se fassent vacciner sans vérification, t'as dit que le masque, c'était la chose la plus importante au monde, que la distanciation sociale, c'était obligatoire, puis blablabla, bla. Puis regarder des flèches en faisant ton supermarché. C'est bon. Et ce faisant, il y a des gens qui sont en maudit, là, parce qu'ils viennent de réaliser, on s'est fait embarquer, on s'est fait enfariner, là, on s'est fait dire, fais ça pendant 2 ans. Pour des gens de 50 ans, 60 ans, 70 ans, je pense que tu as un vécu, puis tu es capable peut-être d'oublier un peu ce qui s'est passé. Mais il y en a que c'est encore difficile. Mais pour un enfant, là, c'est marquant, là, ce qui s'est passé. Tout ça pour dire qu'il y en a qui disent, d'autres animateurs, et avec raison, Gilbert, la seule chose qu'ils sont en train de faire, c'est de calmer les gens qui sont choqués. Il ne fera pas de prison. Et pas du tout. Ils n'ont même pas l'intention de le mettre en prison. La seule chose qu'ils font, c'est, mentalement, s'ils sont capables de travailler sur la population en leur disant « Fais-toi vacciner, sinon tu es un imbécile, un cave, un idiot, puis on va t'enfermer. » S'ils sont capables de passer ça, le message, pendant 2 ans, penses-tu qu'ils ne sont pas capables de passer le message? Regarde, là, on est en train de vous dire que tout ce qu'on vous a dit, c'était pas vrai, puis on est en train de planter le gars en Occident, parce que n'oubliez pas que Fauci dirige quasiment tous ses esclaves en Europe. Puis c'est grandiose en Occident, cette histoire-là. Donc, on va le planter. Puis tous ceux qui vont réaliser, coudonc, c'était une menterie sur toute la ligne, ils vont être contents. Ils vont dire, garde. Yes! Au moins, il se fait engueuler. C'est incroyable, hein? Puis il n'arrivera rien. Il n'y a rien. C'est incroyable. C'est vraiment quelque chose de phénoménal, ce qui est en train de se passer. J'ai bien aimé de parler avec le technicien et d'autres animateurs qui m'ont expliqué le phénomène il y a du monde qui sont contents. Il s'est fait planter. OK, c'est assez. On est moins choqués. Au moins, il s'est fait planter. Non. Le gars, il a menti. Menti pendant 2 ans. Le Canada l'a subi. Ici, c'était plus facile. On s'en va plus vers le communisme rapidement que d'autres pays. Mais le Canada a embarqué là-dessus. Là. Le Québec a embarqué là-dessus. Là. François Legault. Tous les élus ont embarqué dans ça. Pourquoi? Crème, c'est Anthony Fauci, c'est l'homme le mieux payé aux États-Unis. Le gars qui protège la santé publique américaine. Les États-Unis, c'est quasiment la puissance mondiale. Il fallait l'écouter, là. Tout le monde a embarqué dans ça. Il n'y a personne qui voulait vérifier. Tout le monde disait, c'est comme ça. Il l'a dit, c'est comme ça, puis c'est ça qu'on va faire. Mais il y en a qui en ont profité. Hein? Le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Fait qu'il y en a qui s'en sont aperçus et qui s'en sont servis. Je ne veux pas aller plus loin, ça a été un plaisir. S'il y en a qui ont des questions et qui veulent revenir sur le sujet, ça va me faire plaisir. La prochaine fois, je vais dire aux techniciens, oui, va chercher le 5 minutes, on va l'écouter. On l'entend, Anthony Fauci, le dire clairement. C'est pas grave, c'est pas vrai. C'est pas grave. Incroyable. Je termine en vous disant que oui, c'est une des dernières émissions, pour ne pas dire la dernière. Cet été, je vais lire un peu. J'en ai lu quelques-uns, en partie en diagonale.
Et il y en a qui disent, ben, tu lis-tu? Oui, je lis. J'ai écrit des livres aussi. D'ailleurs, j'en ai écrit un, j'en ai écrit 3, mais j'en ai écrit 2. Je suis en train d'écrire un 3e. Oui, je l'ai écrit. Mais ceux qui le veulent, là, je pense qu'à certaines émissions sont supposés, ceux qui veulent faire des dons, remettre le livre. Je ne sais pas s'ils le font encore. Des fois, ils oublient. Cet été, je me paye des livres. Oui. Celui-là, je n'en ai parlé. Je n'ai pas terminé le livre, je l'ai commencé. Le wokisme serait-il un totalitarisme? Il est intéressant. Je suis en train de le lire, il est intéressant. On va le finir, il est très bon. C'est Nathalie Heinich. J'en ai parlé dans une autre émission. Je ne l'ai pas tout à fait fini, je le trouve tellement drôle. C'est un livre que tu lis et tu as du plaisir. Les femmes sont des salopes, les hommes sont des don Juan. C'est une femme qui a écrit ça. Oui, c'est intéressant, ça. C'est très, très drôle. Florence Monrenaud. Celui-là, c'est un ancien politicien, je pense qu'il a été élu, c'est un avocat. Votez vrai. Votez vrai. Je vais me taper ça cet été, ça. Pierre-Louis Trudeau. Un qui est bien connu, ça, c'est sûr que je vais le lire. Je ne l'ai pas encore commencé. Je me suis dit, ça, il faut que je me paye ça. Un Michel Onfray. Pas si tu le connais, c'est un philosophe. Il parle bien, j'aime ça l'écouter. Il arrive des fois avec des... Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais j'aime les opinions. J'aime Michel Onfray, Le fétiche et la marchandise. L'autre que j'ai déjà parlé de ça avec quelqu'un ici, je l'ai lu, ça se peut que je le relise parce qu'il y a des passages, tu dis, voyons donc. Pute n'est pas un projet d'avenir. OK. Et finalement, je devais l'inviter, je m'excuse, je termine, tiens, c'est drôle, je termine l'émission en disant, je m'excuse, à Michel Labonté. Michel Labonté, là, lui, son livre est incroyable. Je l'ai lu en diagonale, j'ai invité Michel, il est venu nous parler de son livre, je devais l'inviter, ça se peut qu'il y ait une émission spéciale durant l'été, je vais réinviter Michel Labonté, qui me l'a signé d'ailleurs, il est-tu gentil, il me l'a signé, il me l'a dédicacé. À mon bon ami Gilbert. Regardons si c'est fin, ça. À mon bon ami Gilbert, bonne lecture, buddy. Michel Labonté. Je devais le réinviter, je devais l'inviter. J'ai eu tellement de plaisir avec lui, tellement sympathique, ce gars-là. Tellement son histoire est fantastique. Bon, ben c'est ça. L'émission a duré plus longtemps, c'était la dernière. Vous pouvez l'écouter en 2-3 sections. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Peut-être que c'est déjà fait. Je répète, en terminant... Il y a une émission, celle-là, je vais peut-être l'écouter aussi. C'est avec Dean Anderson. C'est Caroline Mayou qui le reçoit. J'ai 4 livres de lui. L'interview va avoir lieu. Justement, c'est pour ça qu'on termine l'émission tout de suite, parce que son émission va être préenregistrée avec Caroline tout de suite après la mienne. Bon, là, je me charge des feuilles à lancer en l'air pour la dernière émission. Là, OK, je viens de trouver mes feuilles pour lancer ça en l'air. Merci aux techniciens. André Pitt qui a travaillé... on a travaillé fort cette année encore. Hey, c'est 7e année. 7e. C'est incroyable. On s'en revoit cet automne. Et surtout, durant l'été, Lux Média va se promener. On va faire des émissions spéciales à différents endroits à Montréal. On va avoir beaucoup de plaisir avec des invités spéciaux, des gens qui ont une grande gueule. Cool du genre. Salut.